Bon, je remercie David pour cette introduction et puis aussi à titre personnel pour m'avoir introduit à la CFR 2019. Et moi, je suis très honoré d'avoir l'opportunité de présenter mes travaux dans le cadre de cette semi-plénière, de cette conférence. Donc, c'est des travaux que nous menons depuis maintenant 2 hivers sur le phare de la Jument et qui visent à observer des vagues géantes, déferlantes et leur effet sur le phare en fait. Je vais vous parler un petit peu du plan de la présentation maintenant. Je vais vous parler un petit peu du contexte pour vous expliquer un peu en fait, ce qui motive cette expérience, qui peut paraître un peu anachronique par rapport à nos activités qui tournent autour de la recherche et développement pour faire émerger les technologies énergie marine renouvelable. Ensuite, je vous parlerai du projet DIME qui porte l'expérience que je vais décrire ensuite. Je vous expliquerai pourquoi le site du phare de la Jument est un site exceptionnel pour étudier les vagues extrêmes et leurs effets sur la structure en mer. Je vous parlerai un petit peu du phare. Je ne peux pas faire une présentation sur ces mesures sans vous parler un petit peu de l'histoire de ce monument qui est mythique. Je vous présenterai le déploiement, les instruments qu'on a déployés sur le phare. Je vous parlerai des résultats et puis quelques mots sur les perspectives en fin de présentation. Donc, dans le motto de France Énergie Marine, c'est que si on veut que les énergies marines renouvelables, qui pour nous sont les hydroliennes, enfin l'énergie hydrolienne, l'énergie éolienne en mer, l'énergie hydromotrice et l'énergie thermique des mers émergent, il faut qu'elles soient à la fois peu chères et fiables pour pouvoir concurrencer les sources d'énergie classiques que l'on a notamment en France, non renouvelables, et renouvelables aussi d'ailleurs. Alors, juste quelques mots sur France Énergie Marine pour que vous compreniez un petit peu mieux le contexte. Donc, on est un institut pour la transition énergétique qui est supporté par les investissements d'avenir. On est 35 maintenant, essentiellement des scientifiques, donc doctorants, post-doctorants, chercheurs, ingénieurs, et on a environ 5 personnes qui traitent de l'administratif. Donc, on est basé à Plouzané, à côté de Brest. Et on a également des personnes qui travaillent à Nantes et à Marseille, à Centrale Marseille. Donc notre mission, c'est de faire de la R&D collaborative avec des partenaires industriels et académiques. Et l'idée, c'est justement d'aider à cette filière EMR, énergie marine renouvelable, à émerger le plus rapidement possible en produisant des résultats qui permettent de faire baisser le coût de l'énergie de ce type de technologie et d'augmenter leur fiabilité. Donc là, je vous ai mis une figure qui a été produite par Equinor, qui est un fabricant notamment d'éoliennes flottantes, de l'éolienne Hywind, pour ceux qui connaissent, celle qu'on voit à droite là. Donc il y a peut-être aussi une vision un petit peu optimiste en termes de projection, de développement de marché des éoliennes flottantes, mais c'était pour vous montrer que donc c'est quand même des gens assez sérieux, et donc ils imaginent qu'à l'horizon 4-5 ans, on va avoir plusieurs gigawatts de puissance installée en éoliennes flottantes, et à l'horizon 10-15 ans, on arrive à plus d'une dizaine de gigawatts installés. Et on voit ici en gris que la part de l'Europe est assez importante. Alors en fait, on fait face à un dilemme quand on travaille sur les énergies marines renouvelables, en particulier sur l'hydrolien, l'éolien en mer et l'hydromoteur. C'est qu'on va chercher à déployer nos machines dans des environnements qui sont énergétiques, donc là où il y a beaucoup de vent. Donc souvent quand il y a beaucoup de vent, il y a aussi beaucoup de vagues ou beaucoup de courant pour les hydroliens. Et en fait, ces technologies, il va falloir qu'elles résistent et qu'elles survivent aux plus grosses tempêtes et donc au chargement, notamment au chargement dû au vent et aux vagues. Donc moi, je vais vous parler spécifiquement aujourd'hui des chargements associés aux vagues. Donc il se trouve qu'on connaît assez mal les vagues extrêmes, parce qu'on a beaucoup de mal à les observer. Donc un moyen de les observer, c'est le satellite, qui donne des informations assez riches et sur notamment les distributions des hauteurs de vagues sur l'océan global. Et donc je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous savez dans quel océan on rencontre les plus grosses vagues? Est-ce que c'est dans l'Atlantique Nord-Est, donc l'Atlantique, l'océan auquel on fait face là, ou dans l'océan austral, où on a aussi des hauteurs de vagues très importantes, ou alors dans les ouragans et les typhons? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question dans la salle? Une idée?
Alors, c'est pas forcément intuitif, mais c'est dans l'Atlantique Nord-Est en fait qu'on les observe. Dans les tempêtes, donc on a pendant l'hiver en Bretagne, peut-être plutôt sans doute en Irlande ou au sud-est du Groenland, là, où on a sans doute une combinaison entre le fetch, la longueur sur laquelle les vagues sont générées, la force du vent, et puis une résonance aussi entre la vitesse de déplacement des tempêtes et la vitesse des vagues qu'elles génèrent. Donc c'est dans l'océan dans lequel on souhaite développer les technologies EMR sur la façade atlantique qu'on observe les vagues les plus hautes, en tout cas, des océans à l'échelle globale. Bon, et alors, les systèmes EMR, ils vont devoir être designés de sorte à supporter ou à survivre pendant la tempête centenale ou cinquantenale, c'est-à-dire à résister aux efforts induits par ce qu'on appelle les vagues cinquantenales ou centenales. Donc à gauche, vous voyez un champ de vagues pendant une tempête ou un ouragan. Donc voilà, ça ressemble à ça, il n'y a pas de surprise. Il se trouve que c'est assez complexe. On a différentes échelles, différentes longueurs d'onde qui interagissent, avec différentes directions, différentes hauteurs aussi. Et on voit qu'on a aussi du déferlement. On a des vagues qui peuvent être pyramidales avec des crêtes courtes et des directions différentes. Et en fait, donc je caricature un petit peu, mais c'est pour vous sensibiliser au problème. Ce qu'on donne, ce que les ingénieurs qui designent les structures en mer, et notamment les systèmes EMR type houlomoteur ou éolienne par exemple, flottante ou fixe, ils ont assez peu d'informations sur ces vagues-là. Ils connaissent globalement le spectre à partir duquel on peut définir la hauteur significative des vagues, la période pic par exemple, et puis quelques paramètres spectraux. Mais ça ne suffit pas en fait pour décrire la complexité de cet environnement-là et donc les chargements induits par ces vagues sur les structures. Et notamment, il y a un point particulier qui est assez peu abordé notamment en eau profonde, c'est l'effet des déferlantes sur les structures en mer. Et donc, il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons, c'est qu'on a du mal à estimer les efforts d'une déferlante donnée sur une structure en mer, même si on la connaît parfaitement. Et l'autre problème, c'est qu'on connaît très mal leurs statistiques. On n'est pas capable de dire, dans un état de mer donné, en tout cas avec précision, on va avoir tel pourcentage de vagues qui déferlent, et ces vagues, elles vont être distribuées en termes de hauteur ou de longueur d'onde de cette manière. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas encore capable de faire. Et donc, c'est ce qui a motivé le projet DIME, en fait, un projet de France Énergie Marine qui traite de la caractérisation du déferlement dans les états de mer de tempête. Donc, pour vous expliquer un peu pourquoi il est important de s'intéresser à ces déferlantes et à leurs effets sur les structures en mer, je vous ai mis quelques illustrations. Donc, vous voyez en haut à gauche, on a un pieu qui se trouve dans un canal et qui est soumis à des vagues. Donc en haut, il est soumis à une vague non déferlante. Et donc sur le dernier panneau à droite, vous voyez l'évolution dans le temps de la force appliquée sur le pieu. On voit qu'on a un profil assez doux là. Et puis en dessous, on a une vague d'amplitude assez proche, mais déferlante. Et donc on voit en fait que l'effet du jet qui est associé à la crête de la déferlante qui vient se projeter sur le pieu induit un pic impulsionnel de force. Donc ça va générer des efforts locaux très importants qui peuvent induire de l'endommagement local. Également des vibrations dans la fondation, le mât et la nacelle qui peuvent être problématiques si on excite en fait des modes propres de la structure. Et puis on peut avoir aussi des problèmes de run-up. Donc ça c'est de l'excursion verticale d'eau de mer qui va remonter le long de la pile par exemple et qui peut aller endommager des plateformes d'accès sur les éoliennes. Donc ça a été observé plusieurs fois, notamment en mer du Nord. Et le dernier point là, que j'essaie d'illustrer avec la photo qui est ici, mais je vais vous montrer une vidéo juste après, c'est ce qu'on appelle les green water, le phénomène de green water. Donc c'est la submersion d'une plateforme par une vague de grande amplitude et bien souvent déferlante. Donc je vais vous montrer juste c'est un peu plus loin. Donc là vous avez une image, une vidéo qui est prise qui a été produite par PPI d'une vague de très forte amplitude qui balaye en fait je vais vous la remettre, leur plateforme pendant une tempête en Atlantique Nord. Donc j'aurais dû mettre une image de l'éolienne à côté. Donc il s'agit d'une semi-sub. Donc c'est une plateforme avec 3 colonnes qui sont reliées par
des structures métalliques également, et puis une éolienne sur une des colonnes. Et donc je pense que l'altitude au-dessus du niveau d'eau est de l'ordre de 15 mètres pour cette machine-là, des structures que l'on voit ici. Donc c'est vraiment important d'être capable de à la fois caractériser les statistiques de ces événements, puis ensuite d'être capable de caractériser les efforts induits par ces vagues sur les structures en mer. Donc c'est pour ça qu'on a défini ce projet qui s'appelle DIME, ou DIM, qui veulent, et qui s'appelle Dimensionnement et météo-océan, modélisation et observation des états de mer extrêmes déferlants pour les EMR. Donc ce qui est important dans le titre, c'est vraiment l'adjectif déferlant, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Donc c'est un projet qui est collaboratif avec un très grand nombre de partenaires, avec des partenaires industriels comme l'EDF, le Bureau Veritas par exemple, Naval Energy ou Suez, pour citer que, et puis aussi des partenaires académiques, l'IFROMER, Centrale Marseille, par exemple. Et donc c'est un projet qui est en cours, qui va se terminer dans 1 an maintenant. Et donc on a produit pas mal de résultats déjà sur des aspects modélisation, sur des aspects théoriques. On a défini un nouveau critère de déferlement dans le cadre de ce projet-là, qui est dans le cadre d'un papier qui vient d'être soumis, là, que j'espère pouvoir vous transmettre rapidement. Et aussi, donc, on s'est intéressé à développer une méthodologie de mesure des vagues extrêmes. Parce que si on les connaît mal, ces vagues-là, ces vagues déferlantes extrêmes, c'est qu'on a beaucoup de mal à les observer. Pour des raisons évidentes, c'est très difficile de mettre un instrument qui résiste à cet environnement. Et donc on a réfléchi à une campagne depuis un phare, qui est le phare de la Jument, qui a des spécificités que je vais vous expliquer juste après, et qui en font un site vraiment exceptionnel pour étudier les vagues extrêmes, et puis aussi les efforts sur les structures en mer. Donc c'est une expérience qu'on mène avec France Énergie Marine, le CHOM, l'IFROMER et le CEREMA, et un groupe de recherche amont qui s'appelle le HZG. Donc ce phare, pour ceux qui connaissent pas bien la région, il se trouve à l'ouest de là où on se trouve, à peu près à 30 km à l'ouest de là où on se trouve, à l'extrémité sud-ouest de l'île d'Ouessant, donc à environ 700 mètres de la côte de l'île. Est-ce que je vais vous montrer tout à l'heure. L'intérêt de ce site-là, c'est qu'en fait, il est positionné sur un plateau rocheux et la profondeur tombe très rapidement à l'aplomb du phare quand on s'éloigne vers le large. Et ce qui fait que, comme on est vraiment haut par rapport au niveau de la mer, le phare culmine à 48 mètres, on a accès en fait à des vagues qui ne sont pas encore modifiées ou assez peu modifiées par le fond, par la bathymétrie. Et on les voit se propager ensuite sur la bathymétrie, lever et puis déferler sur le phare. Donc c'est un site assez exceptionnel pour ça. Comme il est très haut, on est aussi assez protégé des éléments, même si vous allez voir que c'est pas complètement vrai. Et on a déployé pas mal d'instruments sur ce phare. Donc je vais surtout vous parler d'un système de stéréo-vidéo qui permet de reconstruire la surface de la mer en 3 dimensions et son évolution dans le temps. On a aussi un radar Bandix qui permet d'accéder à d'autres informations sur les vagues et sur le courant, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Et des accéléromètres qui permettent de mesurer l'accélération de la structure à différents niveaux du phare. Également des capteurs de courant, une bouée à houle pour mesurer le champ vague incident large. Et puis on a déployé aussi, l'hiver dernier, des capteurs de pression sur le mur du phare. On n'a pas encore souhaité les donner, mais ce sera fait, je pense, dans les mois qui viennent. Donc le déploiement, il s'est fait 2 fois, donc une fois l'hiver 2017-2018 et une fois l'hiver 2018-2019. On va le reproduire cet hiver, donc on devra déployer à nouveau les instruments à la fin du mois de septembre. Donc on lance des acquisitions à distance, évidemment, on n'a pas laissé un stagiaire passer l'hiver sur le phare, il n'y a plus de gardien maintenant sur ce phare-là. Donc ce qui pose aussi des problèmes techniques, évidemment. Et puis, je le mentionnerai après, mais on a pu poursuivre cette expérience au-delà du budget du projet DIME grâce à un financement qui nous a été fourni par le Crédit Agricole et sa filière mère qui soutient en fait ce projet, cette expérience. Alors, avec les images que vous allez voir après, vous allez comprendre pourquoi c'est un site si intéressant pour regarder les vagues extrêmes. Parce qu'en fait, il est exposé vraiment aux tempêtes de l'Atlantique Nord-Est, et donc il voit des vagues d'amplitude très importante.
Donc le phare fait 48 mètres de haut. Le sous-bassement, la sous-structure qui est l'élargissement de la tour, fait 14 mètres de haut. Donc là, on a des vagues crête à creux qui font de l'ordre de 15 à 20 mètres sur ces images-là, qui sont prises depuis un hélicoptère en 2013, qui ont été prises depuis un hélicoptère en 2013. Et donc vous voyez que, il y a un point important quand même qu'il faut souligner, c'est que les vagues que voit ce phare, elles sont modifiées par la bathymétrie. Donc le déferlement que voit ce phare, il est beaucoup plus intense que celui que verrait une structure en mer en eau profonde. Ça, c'est le premier point. Cependant, c'est quand même un site intéressant pour développer des méthodologies d'observation. Et puis, comme il voit des déferlements de manière très répétitive, pour étudier aussi l'impact en fait, des déferlements sur une structure en mer, c'est aussi un site intéressant, puisqu'on peut reproduire finalement plusieurs fois une observation de déferlement et de son impact sur la structure. Donc de manière un peu plus quantitative, je vous ai mis une image du champ de vague, du champ de hauteur de vague prédite par un modèle qui s'appelle WaveWatch pour une des tempêtes de l'hiver 2013-2014. Donc là vous reconnaissez. Attendez, est-ce que ma souris marche ici? Elle ne marche pas là. Donc nous on se trouve tout à l'est de la carte là. Le phare de la Jument se trouve là où les couleurs sont marron assez foncées. Donc c'est des hauteurs de vagues, si vous regardez l'échelle, significatives de l'ordre de 10 à 11 mètres qui étaient prévues à cette période-là. Et puis le même jour, à peu près au même moment, on a la bouée Pierre Noire, qui est un holographe, qui est situé à peu près peut-être 5 km de la Jument, là, 5-10 km de la Jument, qui a mesuré donc des vagues aussi de forte amplitude à ce moment-là. Et donc il a notamment mesuré une vague de 24 mètres 20 pendant cette tempête-là. Et je tiens aussi à mentionner que là, le modèle s'était trompé d'à peu près 3 mètres sur les hauteurs de vagues, donc il y avait plutôt 14-15 mètres que 10-11 mètres au large en fait. Donc il est vraiment exposé à des très fortes conditions, et on a eu plusieurs tempêtes avec des vagues de cette amplitude dans le même hiver en fait. Malheureusement, on n'était pas encore sur le phare à cette période-là. En fait, c'est 2013, c'est pas 2018. Sur le texte qui est écrit juste en dessous de la figure. Alors, je vais continuer un petit peu à vous présenter le contexte et vous expliquer pourquoi c'est un site si intéressant. Alors, on peut se demander ce qu'on vient faire là pour des applications EMR, parce qu'il y a très peu de chances qu'on aille déployer des systèmes EMR à cet endroit-là, tellement le site les conditions sur le site sont extrêmes et dangereuses en fait pour tout objet flottant. Alors, il se trouve que si on calcule la période, la hauteur de vague décennale, donc la hauteur de vague la plus haute qui revient statistiquement tous les 10 ans, on trouve à peu près 12 mètres pour la Jument, dans des profondeurs d'eau de 50 à 60 mètres, donc juste un petit peu devant le phare. Et ensuite, si on essaie de regarder en fait combien de temps il faut attendre sur le littoral français, donc sur la partie du littoral français qui est tracée sur la figure ici, pour observer le même genre de hauteur, on se rend compte qu'en fait, il faut attendre souvent de l'ordre de 100 ans à plus de 100 ans pour observer la hauteur de vague décennale à la Jument. Ça veut dire en fait que ce site, en restant seulement quelques années, on va pouvoir accéder à des états de mer qui seront les états de mer cinquantenaux ou centenaux d'autres sites d'intérêt pour les EMR. Donc là, je vous ai mis quelques sites qui sont d'intérêt pour les EMR, le site de Saint-Brieuc par exemple, où typiquement les gens qui vont vouloir faire la caractérisation du site vont déployer une bouée pendant un hiver, une année ou deux, et ils auront certainement assez peu de chances d'observer l'état de mer cinquantennal ou centennal sur ce site-là. Et grâce à ce phare, on accède à des états de mer cinquantennaux ou centennaux pour d'autres sites du littoral français. Donc c'est pour ça que ce site est aussi exceptionnel également. Donc je vais vous parler un petit peu de la Jument. Donc là j'ai différentes illustrations du phare. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le monde des gardiens de phare, vous savez sans doute qu'ils ont classé les phares en catégories. Donc les phares sur Terre étaient appelés les paradis, les phares sur les îles étaient appelés les purgatoires, et les phares en mer les enfers. Et la Jument était l'enfer des enfers. Donc c'était le plus dur en fait à vivre de tous les phares en mer sur le littoral français. Et notamment en raison de son exposition aux vagues extrêmes et aux vibrations qu'induisent en fait les vagues extrêmes sur le phare. Donc à gauche, j'avais une image qu'on a prise depuis un drone pour une expérience.
Au centre, c'est une image qui m'a été fournie par le photographe Jean Guichard. Donc on voit en fait que le niveau d'eau monte quasiment au milieu, jusqu'au milieu du phare, à peu près la moitié de la tige du phare qui fait 48 mètres de haut. Et à droite, vous avez le design original du phare avant qu'on élargisse le soubassement avec cette sous-structure qui lui apporte de la masse et de la rigidité. Donc évidemment, ça a été une prouesse d'ingénierie de réussir à bâtir ce phare en mer et de le voir encore vivre aujourd'hui, bien sûr, tenir debout aujourd'hui. Mais c'était aussi une prouesse réalisée par les ouvriers qui ont pu accéder uniquement quelques heures les premières années, puisqu'il a été construit sur une roche entre 1904 et 1911, qui affleure uniquement pendant les plus fortes basses mers, et donc on peut y accéder exclusivement en été, enfin voilà, vraiment si on a de la chance en hiver, mais dans des conditions très calmes, sans houle. Donc là vous avez des images des premières pierres qui ont été posées, et puis sur la roche, qui s'appelle Argazek, qui veut dire la jument en breton en fait, d'où le nom du phare. Donc ce phare, il a été construit suite à une donation de Charles Eugène de Poltron, j'espère ne pas me tromper dans son nom, donc il avait donné 400 000 francs à l'époque pour construire ce phare aux alentours d'Ouessant, et notamment du Fonveur, et la donation était conditionnée à la mise en service du phare qui devait se faire en 1911. Et donc les ingénieurs et les ouvriers ont dû se précipiter un petit peu la construction, ce qui a eu des conséquences sur le design et la tenue du phare dans les premières années. Je vais en dire un petit peu plus après. Donc là vous voyez des images qui ont été prises sans doute 1 ou 2 ans après l'image précédente, et on voit déjà que le soubassement a été endommagé pendant l'hiver par des tempêtes, donc ils ont dû le reconstruire, le renforcer. Et donc effectivement, les premières années de service, les gardiens de phare rapportaient des vibrations vraiment inquiétantes de la structure, à tel point que la cuve à mercure qui soutenait la lentille, afin de vraiment diminuer les frottements de la lentille pendant sa rotation, débordait pendant les plus grosses tempêtes et les impacts les plus importants. Donc les ingénieurs ont décidé de le renforcer avec principalement 2 méthodes. Un ancrage avec des câbles qui descendaient directement dans la roche, vous voyez, et puis un élargissement du soubassement, on va le voir un petit peu mieux ici, pour apporter de la masse et de la rigidité à l'ouvrage. Donc là vous voyez bien le soubassement ici qui a été rajouté en fait, qui fait 14 mètres de haut, donc ça prend vraiment une part vraiment importante de l'ouvrage, et je vous dirais, l'étude qu'on a faite montre bien l'importance de cette sous-structure sur la rigidité du phare. Le tableau ici il montre le nombre d'heures notamment passées par été sur le phare. Donc vous voyez que le premier été on n'a pu passer que 50 heures pas sur le phare mais sur la roche en tout cas, et puis donc ça a augmenté progressivement, donc effectivement plus l'ouvrage montait, plus il était facile d'y accéder et d'y rester pour y travailler. Et vous voyez aussi qu'il y a un delta assez important entre les versements qui étaient de 400 000 euros à peu près là, et puis les dépenses qui étaient de 850 000 francs, c'était pas des euros à l'époque. Donc il a coûté assez cher à construire. Et là, je pense que ça n'inclut pas les frais de renforcement qui ont été faits après. Alors là, je voudrais mentionner les travaux rapidement de Christophe Laureau, qui a fait un travail vraiment de très grande qualité à l'EPFL sous la direction de M. Denarié, qui est professeur à l'EPFL. C'est des travaux de stage de Master 2, mais qui sont vraiment de très grande qualité. Et donc il a modélisé en fait la structure du phare et sa réponse à un chargement en pression qui est représentatif en fait de déferlante sur le phare. Et donc il a conclu en fait que le phare était encore en assez bon état structurel à ce stade. Ils ont fait des mesures vibratoires qui ont montré que les modes propres de la structure correspondaient encore aux modes propres initiaux d'une structure en bon état, cependant qu'il y avait pas mal de fissures et qu'il y avait un manque important de connaissance des états de mer autour du phare pour être bien capable de définir les chargements appliqués sur le phare pour le dimensionnement extrême. Donc ça a motivé en fait le CRMA à déployer des accéléromètres. Donc c'est une expérience qui n'était pas prévue dans le projet DAI. Nous on voulait simplement observer les vagues extrêmes.
Et avec le CRMA, on s'est associé et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une synergie à trouver entre l'observation des vagues extrêmes et l'observation de la réponse de la structure à ces vagues. Donc c'est comme ça qu'est née l'expérience. Donc je vous parle un petit peu du déploiement des instruments. Donc je l'ai déjà dit, donc c'est un projet collaboratif, avec pas mal d'instruments qui ont été déployés, notamment des stéréocaméras et des accéléromètres que je vais présenter. Et donc vous voyez un peu le matériel qu'on a dû emmener sur le phare, donc c'est assez compliqué. En parallèle, on a fait une campagne de bathymétrie, puisque la bathymétrie autour du phare, donc la forme du fond de l'océan autour du phare est très mal connue, puisque c'est un site très dangereux et notamment les bateaux du CHUM s'en approchent pas trop. Donc on a fait une campagne dédiée avec un petit navire pour bien la connaître. Voilà. Donc là vous avez l'île d'Ouessant ici, en rouge c'est le phare qu'on voit ici. Alors le carré vert ou jaune là, qui est proche du point rouge, c'est un courantomètre. Le carré bleu au large, c'est une bouée à houle. Le cercle rouge donne l'emprise du radar, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Par contre, à droite, vous voyez les pointillés jaunes, ça donne l'emprise des images de stéréovidéo qui nous permettent de reconstruire le champ de vagues en 3 dimensions que vous allez voir après. Et ici, vous avez tout en bas, là, vous avez une coupe qui correspond au trait horizontal noir que vous avez sur le panel en haut à gauche, qui est une coupe de la bathymétrie, qui vous donne un peu une idée en fait des gradients bathymétriques qu'on observe. Vous voyez qu'on a un fond assez plat là, donc l'échelle c'est à peu près, alors attendez que je dise pas de bêtises, 5 km, c'est ça, oui. Non, 2 km, pardon. Et donc vous voyez qu'en fait c'est assez plat et que ça remonte assez brutalement là, sur les 200 derniers mètres. On passe de moins 80 mètres à 0 en une centaine de mètres à peu près. Donc ça c'est des images qu'on a prises avec un drone juste avant le premier déploiement, qui vous montre en fait que même quand il n'y a pas de vagues sur ce site, il y a du courant très violent. On est à proximité du fondeur. Donc là c'est pas le fondeur qu'on voit, c'est une recirculation associée à une interaction entre le fondeur et le courant d'HC de Keller, qui induit une recirculation cyclonique ou anticyclonique suivant le sens de la marée autour du phare. Et donc sur le drone, là, il y a aussi un capteur qui permet de mesurer le courant, donc il fait des mesures. Donc on voit bien une belle allée de Bunkerman derrière le phare. Donc il est exposé au vent, aux vagues, mais aussi au courant. Alors voilà, donc le côté un peu excitant de l'expérience, c'est que on y allait en hélicoptère avec l'hélicoptère de la sécurité civile qui nous fait descendre au-dessus du phare. Là. Mais maintenant on va essayer d'aller en bateau, c'est bien moins coûteux. Alors je vais vous parler un petit peu de la stéréovidéo. Donc il s'agit de 2 caméras qui filment la même scène et qui par triangulation des pixels des images des 2 caméras permet de reconstruire la surface en 3 dimensions. Donc elles sont déployées dans des boîtiers étanches qui sont situés tout en haut du phare, donc à une quarantaine de mètres au-dessus de l'eau, et qui sont équipés d'essuie-glace et de lave-glace pour nettoyer les boîtiers avant les acquisitions et les embruns qu'ils prennent régulièrement. Donc, l'instrumentation dont je vais parler, elle est présentée ici. Donc les 2 stéréocaméras à gauche et les accéléromètres à droite qui sont situés à 4 niveaux dans le phare. Et puis les capteurs de pression, dont je ne vais pas en parler aujourd'hui en fait. Qui sont synchronisés. Donc en fait, on a accès à une mesure synchronisée du champ de vague incident et des accélérations. Donc on peut relier de manière déterministe une vague à l'accélération qu'elle a produite sur le phare. Donc, ce qui est vraiment quelque chose d'assez original sur des mesures en mer, sur des ouvrages à taille réelle. Donc je vais vous parler des résultats maintenant. Donc ici, alors on a mesuré les vagues pendant plusieurs hivers, mais donc c'est assez compliqué de faire ça à distance. Et puis on s'intéresse qu'aux tempêtes. Donc finalement, par hiver, on a assez peu de mesures exploitables, soit parce qu'il a plu, donc quand les caméras ne fonctionnent pas, soit parce que la mer était trop blanche, donc on n'a pas pu la reconstruire correctement. Et donc là, le premier hiver, on a essentiellement, ça fait 7 relevés exploitables. D'une demi-heure chacun, de stéréovidéo, qu'on a pu comparer aux mesures d'accélération.
Voilà. Donc là, vous avez les dates. Hein. C'est une tempête qui a eu lieu entre le 3 et le 4 janvier, avec des hauteurs de vagues qui vont varier de hauteur significative entre 10,50 m et 7 m à peu près, 7,20 m là, pour des périodes de l'ordre de 10 à 15 secondes. Et voilà, ce qu'on peut faire avec l'astérovidéo, c'est ce genre de choses. Donc ça permet de reconstruire le champ de vagues en contre-dimension et son évolution dans le temps. Donc en arrière-plan, vous avez l'image d'une des caméras, et puis donc la color map, là, ça vous donne l'élévation de la mer en fait. Hein. Donc l'échelle, ça va de moins 8 mètres à plus 8 mètres. Donc en bleu, vous avez les creux qui descendent peut-être à moins 6, moins 8, et puis les crêtes qui montent à plus 6, plus 8 mètres à peu près. Donc on a des hauteurs de vagues, crête à creux, de l'ordre de 15 mètres à peu près ici. Donc après, on peut faire des tas d'analyses avec ça. On peut revenir à une analyse temporelle si on veut, en plaçant des capteurs virtuels, hein, c'est ce qu'on voit là, et puis calculer des spectres, hein, par exemple, pour ceux qui sont familiers avec ça, pour vérifier, notamment identifier le niveau de bruit et la fréquence de coupure impliquée. Alors je vais vous parler d'un enregistrement particulier qui contient une vague qu'on a détaillée, qu'on a essayé de comprendre. Et c'est l'enregistrement qui a été collecté le 3 janvier 2018 entre 9h42 et 10h12, je crois, 10h, sur une demi-heure. Donc la première figure, ça vous donne l'élévation en un point de la surface stéréovidéo au plus proche de la structure. Donc, je vais revenir là-dessus après. En fait, on ne peut pas reconstruire ce qui se passe vraiment au pied de la structure. Donc ça, c'est une limitation de notre protocole, parce que la surface est trop blanche, il n'y a pas assez de contraste, et les algorithmes de reconstruction ne fonctionnent pas correctement. Donc on peut regarder le champ de vague de 50 mètres du pied du phare, à peu près une centaine, 200 mètres au large, en fait, et pas exactement au pied. Donc là, vous avez l'élévation de la surface, hein, en fonction du temps, avec des échelles qui vont sur le plot, ça va de moins 10 à plus 15 ici. Et ensuite, en dessous, vous avez les accélérations horizontales, suivant deux axes, hein, X et Y, mesurées en haut du phare, donc au niveau du point rouge, qui se trouve en fait dans la lanterne du phare, environ une quarantaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Voilà. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu un événement particulier dans cet enregistrement-là, mais qui est aussi un événement qui se distingue des autres enregistrements qu'on a pu avoir sur notre campagne là, de cet hiver-là, avec un pic donc, que j'ai entouré ici, qui correspond à une accélération de l'ordre de 3-4 mètres par seconde en X et Y, hein, enfin en X ici, et qui a induit en fait des déplacements de l'ordre d'un demi-centimètre en tête de phare, horizontalement. Donc on essaie de comprendre pourquoi cette vague, donc on voit en haut ici, hein, qui est un petit peu plus haute que les autres, mais pas non plus plusieurs fois plus haute que les autres, a induit des accélérations vraiment plus importantes que les autres vagues. Donc on l'a décortiqué, on essaie de la comprendre. Donc ce qu'on remarque empiriquement déjà, donc c'est la vague qu'on va voir arriver ici là, sur la vidéo, c'est qu'en fait c'est la seule vague qui a aspergé le phare dans les enregistrements qu'on a pu avoir de cet hiver-là. Enfin, qui a aspergé les caméras en haut du phare, pardon. Vous voyez, on voit le spray qui monte le long du phare, donc ça correspond à une vidéo de cette... une situation de ce type-là, hein. On a vraiment l'écume qui passe qui monte jusqu'à la lanterne et qui traverse le phare. Donc voilà, ça c'est empiriquement c'est ce qu'on a constaté. Donc je rappelle, les échelles c'est de l'ordre de 40-50 mètres de haut. Donc ensuite on a un peu décortiqué l'analyse stéréo-vidéo pour essayer de voir ce qu'elle avait de particulier cette vague-là. Donc ce qu'on observe en fait, c'est que on a l'impression qu'il y a plusieurs crêtes qui viennent se rejoindre au moment du déferlement. Ça ressemble un petit peu à un processus de génération de vagues scélérates, hein, par focalisation de plusieurs vagues en même temps. En fait, c'est des choses qu'on trouve sur les autres surfaces aussi, sur les autres vagues aussi. Donc ensuite, on l'a comparé aux autres vagues. Donc la vague qui nous intéresse, correspond aux trois premiers panneaux en haut à gauche. Donc vous avez l'image de la caméra en premier, ensuite la surface de la stéréo caméra projetée à un instant donné, un snapshot, hein. Et puis le dernier panneau, là, c'est une série temporelle autour de la crête de la vague qui nous intéresse. Donc on a comparé différentes vagues et donc on n'a rien de très particulier en termes de structure, on va dire, même spatiale de la vague. Par contre, ce qu'on constate, c'est que quand on ramène
la hauteur des crêtes par rapport à l'altitude du soubassement que vous voyez en fait sur l'image de droite là, vous voyez un soubassement qui a été rajouté, ce que j'ai mentionné tout à l'heure par les ingénieurs après sa construction. On se rend compte en fait cette vague qui est celle qui est en point noir là, elle atteint, elle dépasse légèrement le soubassement. Et donc on pense que c'est ça qui explique en fait pourquoi le phare a vibré, puisque c'est la seule vague dont la crête a été capable d'atteindre la tour qui est plus flexible en fait que le soubassement. Donc on a essayé voilà, c'est ce que je montre ici, le trait gris en fait que je montre ici, ça correspond au niveau du soubassement, donc ramené au niveau de la mer à l'instant où on regarde les vagues en fait. C'est corrigé du niveau de la mer. Instantané. Alors en fait on a un gros problème quand même, pour faire le travail proprement, c'est que notre analyse elle se base sur une analyse des hauteurs de vagues à 50 mètres du pied du phare pour expliquer ce qui se passe vraiment dans le phare. Ce qui se passe dans cette zone blanche, on ne sait pas vraiment. On doute que les vagues continuent à lever, mais bon elles déferlent en même temps, donc qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas capable de le dire exactement. Donc on a fait tourner des modèles, donc là il y a ce modèle qui s'appelle BOSS, qui est un modèle boussinesque, qui permet de résoudre la surface, les vagues de manière déterministe. Donc on est capable de voir les crêtes de vagues se propager individuellement. Donc on voit qu'il se passe des choses assez compliquées, qu'a priori c'est assez hétérogène spatialement et que donc elle lève aussi au dernier moment, mais c'est un modèle qui notamment ne résout pas explicitement le déferlement. Donc ça ne donne pas toutes les clés. Donc si on moyenne en fait ces surfaces que je viens de vous montrer pour obtenir la hauteur significative, on peut obtenir ce type de carte-là. Alors je ne sais pas si on le voit bien, mais au centre de la zone rouge, donc la couleur map c'est les hauteurs de vague, de 6 à 14 mètres ici. Au centre de la zone rouge c'est le phare, la croix qu'on voit là. Et l'autre croix, c'est la zone, c'est le point sur lequel on a fait les analyses temporelles de hauteur de vague que j'ai utilisées pour conclure dans un premier temps que le phare va vibrer puisque la crête de la vague avait excédé la hauteur du soubassement. Donc on peut penser effectivement qu'en regardant cette image que la hauteur de vague au pied du phare est bien supérieure à la hauteur de vague mesurée à ce point-là, mais ça c'est une vision statistique, on ne peut pas le prouver de manière déterministe. Et alors là on a une chance assez incroyable en fait, il se trouve que le jour de la tempête, Emmanuel Denarié, qui est le chercheur de l'EPFL que j'ai mentionné, qui travaille aussi sur le phare de la Jument que nous étudions depuis plusieurs années, était sur l'île à ce moment-là et il a pris une photo de notre vague depuis l'île en fait. Donc on peut constater effectivement que, donc c'est un travail un peu artistique là, de transparence, que la crête de la vague a l'air de passer effectivement bien au-dessus du soubassement et d'atteindre la tour qui est plus flexible que le soubassement. Donc on est assez content qu'on a vu ça, mais je pense que ça ne se reproduira pas plusieurs fois dans ma carrière, donc j'en profite pour vous le montrer. Alors je ne sais pas à quelle heure on a commencé, David, tu sais ? Encore 2-3 minutes. D'accord, parfait. Ok, donc je vais juste vous parler rapidement des conclusions. Donc effectivement, comme je vous l'ai montré, on pense que la Jument c'est un site vraiment intéressant pour étudier les vagues extrêmes, de par sa position, sa hauteur, son exposition aux vagues. On a pu observer des vagues très hautes. Alors je n'ai pas donné les échelles, j'aurais dû, mais la vague qui a fait vibrer le phare, elle faisait 19 mètres catacombe. On a fait une analyse de la surface stéréo-vidéo, on est tombé sur des vagues de plus de 24 mètres dans ces tempêtes-là, sachant que ce n'étaient pas des tempêtes exceptionnelles. Donc c'est comme des mesures assez rares en fait. On a un protocole de mesure qui fonctionne bien. Et puis ce qu'on peut dire aussi sur cette étude d'accélération, c'est que le soubassement il agit un peu comme un filtre passe-eau en fait. Il va laisser passer vraiment que les plus grosses crêtes, donc il doit protéger un peu le phare de la fatigue. Et donc il a un rôle vraiment crucial sur la vie et la survie de ce phare en mer en fait. Et donc ce qu'on a un peu conclu aussi, c'est que finalement même si avec les nouveaux outils de navigation, les phares en mer deviennent peut-être de moins en moins essentiels à la sécurité en mer, on peut finalement aussi offrir une seconde vie à des ouvrages de ce type-là, d'un point de vue scientifique, qui pourraient devenir des laboratoires un peu dédiés aux études des vagues notamment. Ça peut être d'autres choses, ça peut être de la couche limite atmosphérique si on s'intéresse au-dessus de la mer.
Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur cette étude, donc c'est des travaux qui sont maintenant en ligne dans un article qu'on a rédigé pour les Philosophical Transactions of the Royal Society, et dans le cadre d'une spéciale issue qui traite en fait des chargements sur alors ça s'appelle les heritage structures, et il y a essentiellement des chargements sur les phares en fait. Donc si vous êtes intéressé par cette étude, je vous recommande la lecture de cette revue et de cette issue spéciale. Alors juste quelques mots rapidement sur... il va y avoir un festival qui s'intéresse au lien entre l'art et la science, et donc a priori l'artiste va s'inspirer des reconstructions qu'on a faites depuis le phare de la Jument, donc ce sera le support de son exposition, donc ça va avoir lieu en novembre à Brest. Donc ce qu'on va faire ensuite, on aimerait continuer nos études, et surtout on aimerait maintenant se reconcentrer vers ce qui était prévu initialement, c'est-à-dire le déferlement des vagues au large dans des profondeurs d'eau qui sont celles que rencontreront les systèmes, notamment les éoliennes flottantes, donc des profondeurs d'eau de l'ordre de 50 à 100 mètres, on va dire, dans notre cas, et d'essayer d'estimer les statistiques des déferlements de grande amplitude, donc pour fournir les bonnes entrées en fait aux ingénieurs qui dimensionnent les structures. Donc on va à nouveau reproduire l'expérience, mais cette fois-ci avec des zooms pour regarder plus loin cette fois-ci, l'année prochaine. Voilà. Et donc on travaille aussi on essaie de monter un autre projet où on aimerait projeter en fait le protocole de mesure de la Jument sur une éolienne en mer flottante. Donc ça s'appelle d'Impact, et pour l'instant il est en cours de montage, je ne dirai pas beaucoup plus. Et juste je finis avec les remerciements. Donc je voudrais remercier donc les phares et balises, la subdivision des phares et balises de Brest qui nous a donné accès au phare et qui nous accompagne aussi sur le phare à chaque fois. On a un ou deux gardiens qui vient avec nous, c'est vraiment important parce que c'est pas un environnement anodin et facile d'accès et pas un environnement de travail idéal non plus d'ailleurs. Évidemment, c'est un projet qui est financé par les membres de France Énergie Marine et par les investissements d'avenir, et comme je dis tout à l'heure, aussi par le Crédit Agricole et la filière mer. Et puis, donc, c'est une expérience multipartenaire avec l'IFREMER, le CHOM, le CEREMA et le HZG. Voilà, donc je vous laisse avec quelques belles images encore du phare, et je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-François pour cet exposé très intéressant et très bien illustré, on a bien profité des vidéos et très impressionnante. On a le temps pour quelques questions, bien entendu. N'hésitez pas. Oui. J'ai pas de micro malheureusement. Merci pour l'exposé, très intéressant. J'avais deux questions. Une question plus instrumentation sur le film avec le drone. Il y a un petit truc orange qui se déplace à l'horizon. Alors sur le film, il y a un truc orange qui se déplace à l'horizon. Est-ce que c'est pas les pales du drone qu'on voit tourner autour? Oui, je vois bien la vidéo, mais je visualise pas le truc orange. Ça doit être juste là. Ouais, c'est juste avant. Ouais, tout en haut. C'est pas l'horizon. Ah oui, je pense que c'est juste derrière, sur la planche, il y a un logo France Énergie Marine et on le voit. Et est-ce que, donc là c'est plus scientifique, est-ce qu'à partir de vos travaux, vous êtes capable de prédire plus ou moins la durée de vie de ce type d'ouvrage? Alors, non, en fait, nous on s'intéresse comme vraiment plutôt aux vagues, et on utilisait les accélérations comme un traceur de la violence des vagues. Cependant, donc le chercheur que je mentionne, Emmanuel Denarié, il a dû utiliser les accélérations pour faire une étude plus structurelle en fait, et aller plus loin dans la mécanique de la structure et l'estimation de la durée de vie restante. Ce qu'il a fait avec les étudiants d'ailleurs que je mentionnais, si vous voulez, je pourrais vous donner les références. Et il a soumis aussi un article dans la même revue, dans la même issue spéciale, sur ces aspects-là. Donc c'est vraiment dans cet article-là que vous trouverez ces informations-là, mais on n'est pas allé jusque-là parce que ça sort des missions de notre institut en fait. Okay. Une autre question peut-être? Oui, vas-y Julie. Vous avez dit à un moment donné que la bathymétrie autour du phare impactait fortement les vagues, la nature des vagues. Oui. Est-ce que du coup on peut projeter les études que vous avez faites sur le phare de la Jument aux structures d'éoliennes en mer par exemple, ou même d'objets flottants? Non, tout à fait. En fait, le fond remonte très rapidement, et donc ça induit du déferlement qu'on dit plongeant, et qui est très violent, et qu'on observe très rarement en pleine mer, quand les vagues ne sont pas affectées par ça.
En fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est surtout développer une méthodologie de mesure qu'on puisse projeter ensuite sur une éolienne en mer. On peut projeter la même méthodologie sur une éolienne en mer, mais pas, on va dire, projeter les mesures d'effort qu'on a faites ou les mesures d'accélération. Voilà. Ça, on peut le projeter, on aimerait le projeter sur une éolienne flottante, ce qu'on appelle. Une mesure de pression au fond, donc ne donne pas une relation avec la hauteur de la vague. Alors, relation linéaire, si. Alors, il y a des travaux sur des relations non linéaires en eau profonde qui ont été menés aussi, notamment par l'équipe de Philippe Bonneton à l'université de Bordeaux, mais qui ne sont pas parfaits. Notamment en présence de déferlement, qu'on arrive au stade ultime des non-linéarités, et on commence à avoir des problèmes. Notamment, on n'est pas capable, à partir de mesures de pression, de voir la crête éjectée par la déferlement. Oui. Alors en fait, on fait une calibration avec un damier. Mais c'est vrai qu'on a eu des problèmes parce qu'on a voulu ensuite référencer la caméra et le radar. Et on est obligé de faire passer un bateau. Effectivement, on voit que la mer en fait. On ne sait pas vers où on pointe exactement. Donc on a fait passer un bateau avec un GPS pour géoréférencer les surfaces. Une dernière question ? Question un peu liée aussi à l'instrumentation, c'est deux caméras comme ça stocke beaucoup de données. Oui. Et du coup, quel a été votre critère pour démarrer un enregistrement et combien de données vous avez dû jeter à la fin? Alors, en fait, au début, on s'était dit on va mettre un critère HC supérieur à 6 mm. En fait, ce qu'on a fait, c'est que dès qu'on avait une petite tempête, on enregistrait et puis on décimait au fur et à mesure qu'on avait une nouvelle tempête plus intéressante que l'existante. C'est ça qu'on a procédé. Et effectivement, c'est très lourd. Ça fait donc chaque acquisition de 30 minutes, c'est 250 gigas. Donc ça fait tout de suite des terras. Mais maintenant, on a des supercalculateurs qui permettent de gérer à la fois le stockage et le traitement, donc ça pose pas de problème. Enfin, dans ce cadre-là. Bon, comme elle était courte, une toute dernière ? Oui. Oui. Au niveau des bouées à houle, oui. Aujourd'hui, la dynamique d'amplitude de mesure de ces bouées par rapport à vos besoins, c'était... Alors la bouée à houle, c'était vraiment pour avoir les conditions de vague incidente, pour valider d'une part le système stéréo-vidéo, même si on n'était pas tout à fait sur la même zone, mais aussi pour donner les forçages aux frontières des modèles qu'on a fait tourner ensuite autour du phare. Mais c'est vrai que on peut se poser des questions sur la mesure de vague extrême à partir d'une bouée, oui, parce certains pensent qu'elle aurait tendance à faire le tour des crêtes pyramidales, quoi. Donc on raterait les max.